French Boss vous est présenté par Agora Expat, spécialiste en solutions d'assurance santé sur mesure pour toute personne qui réside à l'étranger. Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui dans French Boss, une femme que l'on va retrouver depuis New York, et une femme qui a une carrière intéressante dans la mesure où elle a fait des choses qui sont non pas opposées, mais qui sont très différentes les unes des autres, une carrière assez éclectique. Bonjour Jacqueline Legrand. Bonjour Eric. Est-ce que vous êtes d'accord, un tout petit mot là-dessus avant de parler de New York, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec le fait que vous êtes quelqu'un d'éclectique? Oui, c'est vrai. Je dirais que j'ai fait dans la vie des choix inattendus et bold. Et j'ai jamais regardé en arrière. Je suis toujours partie en avant. Et quand je pense à mon enfance dans la bourgeoisie provinciale d'Annecy, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé être où je suis aujourd'hui. Bien, on va parler de tout ça, on va parler de votre carrière, car il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter sur votre carrière, Jacqueline. Mais auparavant, on va commencer comme d'habitude par la photo qui est derrière moi. C'est une photo que vous m'avez envoyée, puisque vous estimez que c'est une photo qui est étroitement, peut-être sentimentalement aussi, liée de manière importante à votre vie professionnelle. Cette photo, c'est Manhattan. Que représente Manhattan dans la vie professionnelle de Jacqueline Legrand? Alors déjà, je voudrais préciser que c'est une photo où on voit Manhattan par le sud. On voit que c'est une île, parce qu'après tout, Manhattan, c'est une île. Et on le voit par Downtown, où j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai travaillé dans le quartier de Wall Street. Et pour moi, ça a été le redémarrage professionnel dans ma vie. J'en suis très fière, parce que j'ai recommencé, comme on dit ici, from scratch. Et j'ai repris ma carrière presque de zéro à où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'estime que ce pays et cette ville m'ont tendu une échelle qui m'a permis de remonter à nouveau. Ce redémarrage dont vous parlez, est-ce que vous estimez que peut-être New York l'a rendu plus facile qu'il l'aurait été ailleurs? Ah, complètement. Bon, c'est un redémarrage que je n'aurais pas non plus eu à faire si j'étais pas venue sur New York, pathétiquement pour suivre mon mari. Mais c'est vrai que à New York et aux États-Unis en général, on peut redémarrer sa vie professionnelle à n'importe quel âge. C'est l'efficacité et le travail qui marche. Il faut délivrer. Et quand on délivre, on peut monter très, très vite. Jacqueline, on l'a dit dès le début de cette émission, vous êtes quelqu'un d'éclectique et qui a donc eu une carrière assez éclectique. Mais pas seulement éclectique au niveau des secteurs que vous avez traversés, mais également éclectique au niveau des entreprises que vous avez traversées. Ça me donne envie de vous poser une question toute simple. Qui êtes-vous, Jacqueline Legrand? Alors, je suis française dans le cœur. Je suis savoyarde aussi, avant d'être française. Et finalement, j'ai découvert le monde une première fois par des stages étudiants à Air France. C'est peut-être ça qui m'a donné l'envie de sortir finalement de la Savoie et de la France. Et je me retrouve aujourd'hui française, moitié américaine, mariée avec un Américain asiatique. Et j'ai élevé 2 filles dans 3 cultures et dans 2 pays. Et c'est finalement, je pense, qui a forgé la personne que je suis devenue. Et j'ai beaucoup appris dans tout ce parcours, et notamment de ne pas avoir peur et de prendre les opportunités comme elles se présentent. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ne pas avoir peur, c'est une qualité indispensable pour devenir un entrepreneur et plus tard, pourquoi pas un entrepreneur à succès. Ce que vous êtes, Jacqueline, on va en parler, c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui avec nous dans French Boss. Vous avez passé 25 ans dans l'assurance avant de passer à autre chose. Est-ce que c'était une passion et pourquoi en êtes-vous sorti 25 ans plus tard? Alors, c'était pas du tout une passion. Comme beaucoup de gens, en fait, j'ai plongé par hasard. Et donc, je suis tombée dans le risk management et l'assurance et j'ai adoré. J'ai découvert que c'était pas du tout poussiéreux
comme j'aurais pu l'imaginer, que c'était vraiment au cœur de la société et des entreprises, parce que finalement, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on prend des risques, d'où l'importance de les identifier, de les réduire, de les éviter, et si possible, de les transférer aux assureurs, bien évidemment. Donc, j'ai découvert un monde qui est très méconnu du grand public, parce que finalement, les gens connaissent très bien le monde de la banque, mais connaissent très peu le monde de l'assurance, voire ont une idée plutôt négative, en général, sur cette industrie. Et j'ai vraiment adoré faire ma carrière dans tout ce monde du risk management et de l'assurance. C'était pas un choix, c'était vraiment un hasard. Alors, 25 ans plus tard, j'en suis pas sortie. Je l'approche par une autre porte, puisque finalement, j'ai fait un pont entre la tech et l'assurance pour entrer dans ce qu'on appelle l'insurtech, et donc proposer une solution tech dans le monde de l'assurance des grands risques. Et l'assurance étant très en retard dans la transformation technologique en général, il y a beaucoup à faire. Et je trouve très intéressant de réapprocher cette industrie avec une perspective différente et de contribuer avec ma petite pierre à la transformation de l'industrie. Jacqueline, on va parler en deuxième partie tout à l'heure, bien sûr, de Maptycs, qui est la société que vous avez créée, je ne dis pas de bêtises, au mois de février 2019, c'est ça? Alors, on l'a créé un peu plus tôt, mais effectivement, c'est un projet et je me suis investie à temps complet à partir de janvier 2019. Ouais. Voilà, on va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Auparavant, on retourne sur cette espèce de dualité entre l'assurance et la tech. Est-ce que le monde de l'assurance, qui est un monde ancien, je dirais, ça appartient au monde ancien, est-ce qu'il était prêt à accueillir les nouvelles technologies ou est-ce que vous avez dû faire preuve de persuasion pour convaincre les gens installés dans ce secteur de l'assurance? On doit encore faire preuve de persuasion. Le monde de l'assurance, c'est un monde compliqué. En fait, la data a toujours été au cœur de l'assurance. Le souci aujourd'hui, c'est que la data évolue. Il y a beaucoup de data à gérer. Et finalement, les assureurs sont en train de gérer de la data du 21e siècle avec des outils du 20e siècle. Et aujourd'hui, il faut évoluer et comprendre qu'en fait, les insurtech apportent des solutions qui s'intègrent dans un écosystème. Il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle. Il y a toujours des systèmes anciens qui sont des systèmes au cœur de la gestion des contrats et des clients, mais il y a des systèmes beaucoup plus efficaces qui vont permettre aux assureurs finalement d'arriver à faire du online et de la vente digitale pour tout ce qui est, j'allais dire, petites entreprises et particuliers, parce qu'il va falloir y arriver. On est dans une vague de désintermédiation. Mais malgré tout, il y a des risques très complexes. On voit très bien aujourd'hui entre le cyber, dont on parle beaucoup, et bien sûr les changements climatiques. Et pour ça, il faut, c'est high-tech, high-touch, hein, donc il faut des gens, des multi-experts, et puis il faut des vrais bons outils pour faire de l'analytics. Alors, ça prend du temps. Il y a quelque chose d'autre dans ce milieu qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a pas encore cette idée qui serait géniale de partager la data. C'est-à-dire que les assureurs ont tendance, knowledge is power. Ils gardent leur data, ils veulent se la garder pour eux, investir et finalement gaspiller des millions dans la technologie parce qu'ils voudraient que ce soit leur propre système, leur propre data. Et quand tout le monde comprendra qu'il y a un intérêt majeur à partager des plateformes, à partager de la data, ça sera très bénéficiel en fait pour tout le monde. Alors, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais on est en train d'y venir, si je comprends. C'est les points de suspension qui viennent derrière votre phrase. On est en train d'y venir. Oui, puis je pense que l'impact du Covid a énormément changé les mentalités. Et je pense qu'on arrive en général à une notion de partage qui va faire son chemin. Mais Jacqueline, pour vous, comme pour beaucoup de French Boss qu'on rencontre à longueur de semaine, la carrière a débuté à une époque où il n'y avait pas encore eu ce boom technologique. Or, vous me dites que vous-même, vous avez été très happé
par cet environnement technologique nouveau. À quoi c'est dû? Vous avez dû aller chercher les outils vous-même. Vous avez dû, d'une certaine manière, vous convaincre vous-même, ou est-ce que c'était vraiment une attirance, une curiosité chez vous? Alors, j'ai toujours été attirée et puis c'est vrai que mon mari est resté, on s'est connus chez IBM, il est resté chez IBM, et la raison pour laquelle nous sommes venus aux États-Unis en 98, et il a créé sa compagnie il y a maintenant une dizaine d'années dans le monde de la tech. Et effectivement, on a fait pas mal de brainstorming tous les deux pour voir ce que la tech pouvait amener au monde de l'assurance. On a une maison qui est complètement connectée. J'ai toujours été vécue dans cet environnement tech et j'ai toujours en fait aimé la technologie. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité justement de créer Maptycs parce que j'ai énormément travaillé avec des risk managers de grandes compagnies, que ce soit BlackRock ici, Revlon, etc. Et j'ai travaillé avec eux dans le spreadsheet. Et je me suis rendu compte que c'était une industrie qui était à fond dans le Excel spreadsheet. Et là, c'est quand même une souffrance entre Excel et PowerPoint. On se rend compte qu'il y a un moyen d'aller quand même plus vite et d'être un peu plus efficace. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né Maptycs. Je vous dirai plus de détails ensuite. Mais j'ai vécu, en fait, les outils manuels. C'est ça qui m'a permis d'imaginer un outil quand même plus efficace, plus puissant pour prendre des décisions plus rapidement et des meilleures décisions. Vous êtes arrivé aux États-Unis en 1998, c'est ce que vous venez de me dire. Vous avez créé Maptycs, on va en reparler tout à l'heure encore une fois, en 2019, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard. Est-ce que quand vous êtes arrivé aux États-Unis et que vous avez commencé à travailler aux États-Unis, vous avez tout de suite eu ce sentiment personnel qu'un jour il vous faudrait monter votre boîte, qu'en gros travailler pour une boîte, salarié dans une boîte aux États-Unis, c'était pas profiter suffisamment du pouvoir professionnel des États-Unis? Pas du tout. J'ai adoré travailler. D'abord, j'ai pas travaillé tout de suite pour des raisons de visa. On est venu pour 2 ans et puis on est toujours là. Et j'ai trouvé un job très très vite dans un des plus gros courtiers, enfin dans le plus gros courtier du monde qui s'appelle Marsh McLennan. Et là, les avocats se sont occupés de mon visa et le quota était atteint pour les Français. Et je n'ai donc pas pu travailler. Je me suis mis au piano. Je connais beaucoup de Russes à New York. Je faisais 2 à 3 heures de piano par jour. Et puis, je suis allée à Columbia prendre des cours de marketing pour améliorer mon anglais et apprendre quelque chose de nouveau. Puis, j'ai fait aussi un diplôme de gestion des risques, de risk management, pour apprendre la taxonomie en anglais de ce que je connaissais en français. J'ai passé une licence de broker, donc j'ai réuni toutes les cartes dans mon jeu pour retrouver du travail, ce que j'ai fait. Et j'ai donc travaillé dans le monde corporate ici pendant un certain nombre d'années, puis l'opportunité de partir au Portugal pour faire ce qu'on appelle ici le C-suite, donc me retrouver en fait conseil d'administration, PDG, etc. Donc c'était une super aventure professionnelle, sans parler du fait que quand je suis arrivée au Portugal, tous les Français, comme les BNP Paribas, les Natixis, ont investi considérablement au Portugal. Donc, je me suis retrouvée conseillère du commerce extérieur de la France, vice-présidente de la Chambre de commerce luso-française, etc. Donc, un timing incroyable, des années passionnantes. Puis, je suis partie au Brésil pour faire une transition de management, etc. Et je me suis mis à voyager, à faire, oui, c'était une très, très belle carrière, à rencontrer des gens dans beaucoup de pays et d'activités. Et la raison pour laquelle je suis devenue entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, au bout de 7 ans à vivre dans les aéroports et entre le Portugal et le Brésil, je me suis dit, il faut que je rentre à New York, retrouver quand même ma famille et mes amis. Et là, comme on avait en fait créé avec Ernest, mon mari, Maptycs, on avait commencé donc avec un client, puis on a signé un contrat de 3 ans avec AXA aux US. Et là, j'ai vu arriver l'opportunité avec l'accélération des catastrophes naturelles, le besoin. Et j'ai dit finalement, je vais tenter l'expérience, je vais devenir entrepreneur, je vais leverager mon réseau. J'ai un réseau extraordinaire sur Londres, sur l'Europe et sur les US.
un peu sur l'Amérique latine. Et je vais prendre un nouveau risque, un nouveau challenge qui est de faire grandir notre start-up. Donc, ce n'était pas du tout pensé il y a 20 ans. Je ne me suis jamais senti l'idée que j'avais envie un jour d'être entrepreneur, mais c'est un nouveau plongeon. Maptycs, on en reparle dans quelques secondes. Ça fait 15 minutes et 38 secondes qu'on parle ensemble, Jacqueline. C'est le moment de la pause et le moment de donner un coup de projecteur sur notre nouveau partenaire, sur l'activité de notre nouveau partenaire qui nous rejoint aujourd'hui, Agora Expat. On regarde ça, quelques images et on vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Tout de suite. Voilà, on retrouve Jacqueline Legrand qui n'a pas bougé, qui est toujours à New York, en face de nous dans cette ville qu'elle aime tant. Tiens, avant de parler de Maptycs, qui est la boîte que vous avez montée donc il y a 2 ans, hein, on va dire comme ça. Quand on regarde votre CV, Jacqueline, on voit que vous êtes effectivement intéressée par plein de choses différentes et notamment des choses modernes, mais on voit aussi ça se sent partout. Et d'ailleurs, vous le dites quand vous dites que vous avez suivi des cours d'anglais alors que vous aviez déjà commencé votre carrière. Il y a une envie d'international, manifestement, dans la carrière de Jacqueline Legrand. C'est en tout cas ce qui transpire un peu de votre CV. Oui, complètement. Comme je vous le disais, j'ai en fait eu l'opportunité en tant qu'étudiante dans une école de commerce en France de faire des saisons à Air France, 3 années de suite. Et j'ai eu la chance d'être sur long courrier. Donc, c'était la découverte du monde, moi qui n'avais jamais franchi les frontières de la France avec ma famille. Et puis, je me suis mariée de façon très inattendue avec Ernest, qui est donc chinois-vietnamien, que j'ai rencontré chez IBM. Nous sommes partis aux États-Unis. Je pense que c'est le premier pays d'expatriation qui est le plus compliqué. Une fois qu'on l'a fait une fois, c'est plus un problème de le faire une deuxième fois, une troisième fois. Et cette opportunité d'aller au Portugal, puis au Brésil, et puis de prendre la direction de BrokersLink, qui est un des plus gros réseaux de courtiers indépendants d'assurance, et donc de me retrouver projetée sur une organisation complètement internationale. Et c'est vrai que j'ai adoré voyager, et le fait que personnellement, j'étais immersée, on dit ça en français, immergée dans une famille internationale, dans un environnement ici international, à l'école franco-américaine, je crois qu'il y avait 55 nationalités. Et j'ai beaucoup aimé, en tant que, je me considère comme une famille mixte, tout ce qu'on apprend, l'enrichissement de vivre dans un milieu international, de faire des efforts pour communiquer, parce qu'on parle tous English as a second language. Donc, on fait des efforts pour se comprendre. On a un respect mutuel des autres cultures, des autres religions. Et ça élargit nos perspectives. Et ça m'a vraiment, cette découverte du milieu international, oui, ça m'a beaucoup plu. Puis, je me suis rendu compte que c'était une compétence que j'apportais également, qui était de pouvoir travailler avec des gens de cultures différentes. Donc, une chose, une autre, finalement, bien sûr, cette compétence que j'avais acquise dans ma vie personnelle m'a servi dans ma vie professionnelle. Ce qui est sympa, c'est que nous, on avait eu une lecture un petit peu comme ça, d'en haut de votre activité professionnelle. Et en fait, au fur et à mesure de ce que vous nous racontez, on voyage au travers de cette activité, ce qui nous permet de nous rendre compte de la richesse de ce qu'a été votre vie professionnelle, Jacqueline. Pardon. Maptycs. C'était donc à début de l'année 2019, donc un peu plus de 2 ans. Prévision des catastrophes avec des outils innovateurs. J'ai lu ma feuille pour pas dire de bêtises. Donc, vous connaissiez les catastrophes en matière d'assurance, vous connaissiez les outils innovateurs. En revanche, est-ce que vous connaissiez la manière de monter une entreprise, les éventuels appels de capitaux que vous aviez à faire? Racontez-moi ça, Jacqueline. Alors, j'avais aucune idée. Donc, je me suis projetée dans le monde de ce qu'on appelle les startups.
Et donc, j'ai lu beaucoup sur les startups. Et quand on lit startup, il y a quelque chose qui revient en permanence, c'est investisseur. Et on découvre tout le lingo, donc les seeds et les séries A, B, C, etc. Et je me suis donc dit, il faut que je trouve des investisseurs. C'est ce qu'il faut faire quand on est une startup. Et donc, j'ai commencé à préparer mes pitchs investisseurs, à parler avec des investisseurs. Et naïvement, d'abord, forcément. Puis après, bon, je me suis un petit peu endurcie. J'ai réalisé que finalement, ils ne comprenaient pas du tout ce que je faisais. Et moi, je suis très fière de ce que je fais. J'adore notre software, j'adore ce qu'on fait, mais on est sur un marché de niche. Et les investisseurs dans la tech, ils comprennent très bien tout ce qui est B2C, mais ce qui est B2B, et en plus, dans un marché de niche, c'est très, très compliqué. Donc, je me suis finalement dit, bah, c'est peut-être pas une si bonne chose parce que si je lève des fonds, ça va réduire ma part dans le capital et je vais avoir des gens qui vont me surveiller et me contrôler. Et finalement, être entrepreneur, c'est pas forcément avoir envie d'être surveillé et contrôlé, puisque justement, le gros intérêt, c'est de mener sa barque comme on a envie. C'est même un peu le contraire d'ailleurs. Hein. Quand on est entrepreneur, c'est qu'on veut diriger et on veut décider. Exactement. Donc, je me suis dit, finalement, c'était pas une bonne idée et je vais plutôt que de lever des fonds, je vais lever du revenu. Ah, là, va falloir bien nous expliquer ça, Jacqueline, parce que je pense que ça peut intéresser effectivement des gens qui veulent créer leur entreprise et qui sont encore flottants sur les méthodes à utiliser. Expliquez-nous bien ça, Jacqueline. Alors déjà, on avait la chance, on n'a pas un concept, on a un produit qui marche et on a eu des clients dès le départ. Donc ça, c'est déjà une chance énorme. Hein. Ça veut dire, je ne connais pas le terme en français, mais on est ce qu'on appelle bootstrap, donc on a zéro dette, zéro investissement. Oui, c'est ça. Vous ne devez rien à personne. On ne doit rien à personne. Autonome. On a investi parce qu'on a fait de l'argent sur d'autres produits de notre société, on va dire holding. Donc, on a pu financer un développement quand même. Le software s'appelait pas Maptix, la compagnie n'existait pas, mais on a créé cette solution pour un client et on a commencé les premières itérations de la plateforme parce que c'est quand même très sophistiqué fin 2015. Et puis, on a trouvé le nom, c'est rebaptisé, créé Maptix, etc. en 2019. Et là, quand vous avez la chance déjà d'avoir un produit, d'avoir une équipe, on a une très bonne équipe de développeurs qu'on a transféré des US à Cluj, en Roumanie, qui est un peu la Silicon Valley de l'Europe. Donc, on a la plateforme, on a la bonne équipe, et sachant qu'également, Ernest a un excellent profil dans la tech, et moi, j'ai un bon profil, je suis connue dans le monde de l'assurance. Et là, on a eu un autre effet important dans une start-up. Donc, c'est important d'avoir une bonne équipe, c'est important d'avoir un bon produit. Et ce qui est essentiel, c'est le timing. C'est-à-dire que votre produit correspond à un besoin, qu'il y a une opportunité. Si vous êtes trop tôt, c'est pas bon. Et nous, c'est pour ça que j'ai rejoint. On a un timing qui est extraordinaire parce qu'il y a une accélération des catastrophes naturelles partout dans le monde, à des endroits inattendus. Il y a de plus en plus de data, ce qu'on appelle location-based, donc de la data qui est liée à des adresses, qui est en train d'être développée, de la data risque. Et le jeu, c'est d'arriver à mettre ensemble, à intégrer de la data risque avec de la data portfolio, de la data interne, externe, et de combiner cette data pour analyser des risques, y compris en temps réel, puisqu'on a, nous, dans notre solution, de la data en temps réel sur tous les gros événements climatiques dans le monde. Donc, arriver à faire de la projection, de la mitigation, etc. Donc, finalement, on arrive avec ce qu'on appelle ici le perfect storm. Hein, on arrive, le super timing, et là, on peut donc faire du revenu. Alors, on a besoin d'argent. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Quand on veut passer de la start-up et qu'on veut passer à plus gros, il faut de l'argent essentiellement pour nous, puisqu'on a déjà le produit, pour développer une équipe de vente et de support des ventes. Et pour développer une équipe, il faut de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour payer les bons profils. Et là, pour de l'argent, soit on lève des fonds, soit
avec l'équipe existante, c'est-à-dire essentiellement moi, pour les ventes, on signe des contrats et on fait du revenu. Quand on commence à faire du revenu, parce qu'on a une plateforme qui peut se vendre à un prix intéressant, parce qu'elle est très sophistiquée, si j'arrive à faire du revenu rapidement et atteindre le 1 million de dollars de revenus annuels récurrents, et je devrais l'atteindre rapidement maintenant, c'est un peu le chiffre magique pour attirer les investisseurs. Et là, c'est plutôt eux qui viennent vers vous que l'inverse. Et ça me permet d'avoir une bouffée d'oxygène et commencer à créer mon équipe de vente. Donc, je préfère finalement me focuser sur générer du revenu plutôt que lever des fonds et être contrôlé par des investisseurs, devoir faire des business plans attractifs et pas forcément réalistes, parce que c'est tout le problème. Et derrière, après, il faut délivrer et c'est pas évident. Donc moi, je préfère y aller à mon rythme. C'est impossible de faire un business plan quand on démarre en tant que start-up. C'est forcément truqué, souvent optimiste. Donc, on est parti dans cette idée-là. Également, je suis en train de mettre en place un advisory board, donc en fait un groupe de consultants avec des gens connus dans le monde de l'assurance pour m'aider sur la crédibilité, parce que finalement, le gros problème d'une startup, c'est qu'on est petit. C'est pour ça qu'on est bon. Forcément, pour signer avec des clients, il y a toujours ce problème. Est-ce qu'on existera toujours dans 5 ans? Est-ce que je vais signer un contrat avec une entreprise qui est petite? Quelles sont vos références? Et bien sûr, on n'a pas encore 50 références. Voilà. Donc, il faut démarrer. C'est toujours compliqué de démarrer, mais on est à fond, on y croit, on est super optimiste parce qu'on a le produit, parce qu'on a le timing. Jacqueline, donc j'ai retenu de ce que vous venez de me dire que vous vous dirigez vers un horizon chiffre d'affaires d'1 million de dollars. Je vais pas vous demander où vous en êtes aujourd'hui. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la croissance, où en est la croissance depuis 2 ans maintenant, où en est la croissance de Maptyx en termes de pourcentage, si vous voulez. Alors, on a fait un stop complet en 2020. Quand on a vu venir la pandémie, on en a profité, en fait, on a réinvesti dans le logiciel pour le rendre, puisqu'on avait commencé à le faire pour un risk manager et on avait comme target maintenant plus le monde de l'assurance et de la réassurance. Donc, il fallait qu'on gère plus de volume, plus d'automatisation. Et donc, on a complètement revu ce qu'on appelle le back-end et le front-end du logiciel. On a revu le design pour que ce soit encore plus user-friendly. Et on a pris cette décision de dire, voilà, on se donne un an, on va rajouter des fonctions, on va rendre l'ensemble de la solution plus prête pour le futur et plus adéquate pour des compagnies d'assurance et de réassurance. On a continué des contrats qui étaient déjà en cours, donc on a continué d'avoir un flot de rentrée d'argent. Et là, on va finir tous les développements qu'on a démarrés l'an passé, on va les finir mi-août. Il nous reste ce qu'on appelle 2 sprints, donc on avance super bien. Et donc là, je suis à fond dans les ventes. J'arrive en fait de Paris où j'ai pu rencontrer quelques belles entreprises et j'ai un beau pipeline entre Londres, Paris et New York. Donc, je me sers énormément de LinkedIn, entre autres. Et j'espère donc nous projeter dans les 12 mois qui viennent sur une croissance d'aujourd'hui, on va dire un 300 000, arriver à 1 million. On peut y arriver avant. Quand on part de petit, il suffit de signer 2 gros clients prévus. Tout peut changer très vite. Donc, on est très optimiste et puis on n'a pas pour le moment, on a des fonds, donc on a plusieurs mois d'avance devant nous. Et donc, on
on n'est jamais complètement relax, mais disons qu'on a plutôt du positif de notre côté. Jacqueline, une question à laquelle on va répondre brièvement parce qu'on est déjà en train de déborder, ce qui est pas très très grave, mais bon, si on peut. Est-ce que la réussite, vous la chiffrez en termes de bonheur personnel, professionnel pour vous, ou est-ce que vous la chiffrez en chiffres, en résultats, en dollars? Je la chiffre pas parce qu'on ne sait pas. Mais ce qui est super important pour moi, c'est le parcours. C'est ce qu'on fait, c'est les rencontres, c'est l'excitation, c'est les hauts, les bas, c'est l'aventure. Donc on n'a pas d'expectation, bien sûr, on a envie de réussir, on fait tout pour. Mais ce qui est intéressant, c'est l'aventure. Ben voilà, c'est une belle conclusion de la part de Jacqueline Legrand, dont on a lu d'ailleurs dans la biographie sur LinkedIn que le meilleur conseil que vous aviez reçu, Jacqueline, c'était de tirer parti de chaque opportunité. Apparemment, vous avez bien su le faire et longue vie à Maptycs, ça a l'air pas mal engagé, Jacqueline. Ben oui, on y croit. Merci, Eric. Merci à vous et bonne continuation. À bientôt, Jacqueline. Merci. French Boss vous a été présenté par Agora Expat, spécialiste en solutions d'assurance santé sur mesure pour toute personne qui réside à l'étranger.